Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff, 15e semaine et 15e débriefing du mardi, de plus en plus tôt, maintenant ça paraît à minuit 15, en plus ça fait plaisir à certains de nos followers, donc on est content, le podcast paraît de plus en plus tôt, c'est très bien comme ça. On va revenir sur les matchs qui ont notamment des implications pour les playoffs dans cette 15e semaine. On a eu un très très beau match entre les Bills et les Patriots, un très bon aussi entre les Rams et les Lions. On a eu une victoire importante des Broncos, Vince va nous en parler, face aux Packers. On parlera également des Chargers et des Chiefs avec la blessure de Patrick Mahomes. C'est la fin de saison des Kansas City Chiefs. Tout ça c'est au programme avec les coups de cœur, les coups de gueule en fin d'émission, avec aussi tous les résultats. Bref, vous allez tout savoir sur cette 15e semaine de NFL avec mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. 15e semaine, tu l'as dit, ça y est, là les choses sérieuses commencent. On a déjà deux équipes qui ont assuré leur place pour les playoffs. Reste à savoir quel seed ils vont prendre. Oui, je vois Vince qui bondit sur sa chaise et qui est prêt à se mettre nu. Il sait de quoi nous parlons. Comme tu l'as dit, également plein de matchs qui avaient des implications pour les playoffs, en particulier en première partie de Red Zone, hein, la série de matchs à 19h. On va débriefer un petit peu tout ça, on va faire la lumière, qui sont les grands gagnants, qui sont les grands perdants, qui va encore devoir jouer son avenir la semaine prochaine ou les semaines suivantes, mystère. L'avenir, il est tout tracé. Ce sera plutôt le first pick que le first round des playoffs pour mon Yaya. Salut mon Yaya, comment ça va? Oui, ça va. J'ai booké 4 séances pour cette semaine chez mon psy. Voilà. Je suis même plus. En fait, pour ça, parce que je suis même plus désespéré. Donc, je Tu m'inquiète. sais, le bon côté, c'est que t'as pas eu à regarder Commanders Giants en entier, mais tu as pu vivre un bon moment sur le Discord où on a pu tous bien rigoler ensemble pendant la Red Zone. Et ça, c'était sympa. Et on vous invite tous à venir pendant la Red Zone sur notre Discord communautaire parce que vous allez voir, vraiment, on passe un bon moment. Il y a eu plus de 200 messages échangés hier pendant la Red Zone sur le Discord. Oui, parce que j'étais apostrophé par quelqu'un qui aime beaucoup quand je dis que les équipes, elles servent à rien. Voilà. C'est Cory. Et maintenant, il y a même des joueurs qui servent à rien, visiblement. Donc, Alors, par contre, je tempère un truc. On rigole pas sur le Discord grâce à Yaya. Hein, on rit surtout de lui. Soyons honnêtes. Hein, voilà. Voilà. Je Surtout. voudrais pas que les gens s'imaginent des trucs. C'est ça. Et si vous voulez alors, vivre- écoute, non, je voulais juste dire une chose, c'est que en fait, mes blagues drôles, je vous les fais payer, monsieur. Vous ne payez rien, vous allez avoir un contenu Wish. Donc voilà. Ah ouais, non, mais attends, de toute façon, vu la qualité de la marchandise, monsieur, hors de question qu'on règle le devis. Hein, on nous a trompé sur la marchandise. Je disais le lien du Discord, vous le retrouvez. Alors vous pouvez nous le demander directement hein, en message privé sur toutes les plateformes. Sinon, il est dans beaucoup d'articles. On essaye de le mettre le plus souvent maintenant dans les articles, notamment les articles pronostics. Donc voilà, vous pouvez très facilement y accéder. Si on vous m'envoyez un petit MP, comme a fait Mathieu dimanche, et je vous enverrai le lien sans aucun souci le plus rapidement possible. Mon Vince, avant de décoller pour Denver, est avec Il est nous. tout nu, Salut il est Vince, tout comment nu. ça va? Rhabille-toi. Eh bien, bonsoir, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va très très bien. J'ai depuis hier mon fond d'écran qui est la playoff picture de la NFL. Je me régale, je profite, je savoure. Et oui, je suis tout nu. J'espère que ça va passer à l'aéroport pour aller à Denver d'ici 2 semaines. Il va falloir que je trouve des habits quand même parce que sinon, je pense que je vais me faire refouler aux frontières. Mais oui, non, on s'est régalé encore hier et particulièrement sur le match des Broncos qui était vraiment très très beau aussi. Très très beau match entre Broncos et Green Bay Packers hier. Alors les amis, on va commencer ce podcast par une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour nos auditeurs. Enfin, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour nos auditeurs. Les Chiefs sont éliminés? Non, ça non, c'est une nouvelle que chacun apprécie parce qu'on a des fans des Chiefs qui nous écoutent et on les salue. Bien sûr. On en connaît plein en plus. On connaît Raph, Et en on général, connaît Flo, ils ont très peu de poils au kiki en plus. Oui, bon, ça c'est un autre problème. Je disais donc une très bonne nouvelle pour nos auditeurs, puisque contrairement aux 2 dernières années, où il n'y avait plus de podcast pendant les périodes des fêtes, repos oblige, cette saison, nous continuerons à faire des débriefings, même
à la veille de Noël et à la veille du jour de l'an. Donc pour la semaine 16 et la semaine 17, le mardi, vous aurez aussi un podcast débriefing comme toutes les semaines qui sera préparé. Alors, on sera peut-être un peu moins nombreux, on sera sans doute que 3 pour le faire parce que Seb sera pas là la semaine prochaine, mais il sera là la semaine d'après, Vin sera pas là la semaine d'après, bref. Mais n'empêche qu'on réussira à vous faire un podcast quand même pour la semaine 16 et la semaine 17. Donc il n'y a pas d'interruption de Tailgate pendant ces vacances. Nous allons continuer jusqu'au bout de la saison régulière à vous divertir et à, je l'espère, vous apporter quelques informations sur la NFL. Oui, mon Yaya, qu'est-ce qu'il y a? Oh ben non, c'est que je suis content, on va avoir T'es prime content. doublée, Voilà, donc c'est ça. super. 2 fois 0, hein. C'est Égale pour la ça. tête à Toto. Voilà. On est parti sur ce Patriots-Bills, un Patriots-Bills qui pouvait décider du sort de la division AFC Est. On a même bien cru, Seb, pendant longtemps, pendant toute la première mi-temps, que le sort de cette division était scellé avec des Patriots qui ont pris très rapidement les devants dans ce match avant de voir un retour inexorable et une victoire des Bills de Buffalo. Alors, penser que c'était plié, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que on a tout lieu de se dire que quand le score à la mi-temps est de 24-7, l'équipe à domicile devrait être, n'est-ce pas, sereine. Mais c'était sans compter la Josh Allen Experience, hein, le Josh Allen Show qui a débuté en deuxième mi-temps. 5 drives de suite sur lesquels Buffalo va marquer, dont les 4 qui ouvrent la deuxième mi-temps. Et surtout, sur cette mi-temps, ils vont limiter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à 100 total yards de gain. C'est le 3e plus gros comeback de l'histoire de la franchise, 21 points de déficit. Josh Allen a terminé avec une très belle fiche de 19 sur 23, 193 yards, 3 touchdowns. Il ajoute 49 yards au sol. James Cook et le jeu au sol, une fois de plus, ont également été les sauveurs de Buffalo. 104 yards, 2 touchdowns pour lui, une belle moyenne de 4,9 yards par portée. Ce qui veut dire que quand il porte la balle, une fois, on a un deuxième down facile. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Vous avez vu comment j'ai contourné le... C'est bien. Ça, c'est le génie de l'innovation. Et puis le Tainel, c'est pas de sécurité. Les Bills, en deuxième mi-temps, ont gagné 346 total yards. Ils en avaient gagné 46 seulement lors de la première mi-temps. Une belle performance, une fois de plus. Un très beau comeback, une fois de plus. Josh Allen qui montre qu'il est bien une fois de plus. Mais ces débuts de match compliqués et surtout une défense au sol qu'on qualifiera de périlleuse parce qu'elle a quand même concédé 246 yards et 4 touchdowns. Ça va peut-être être un petit peu compliqué quand on va aborder le virage des playoffs pour Buffalo. J'ai pour Vince une question très précise. Bon, Vince, toi qui aimes le jeu, toi qui aimes, tu vois, c'est une question vraiment sur le jeu. C'est à ton C'est avis, piégé là. hein, non, pas du tout. Non, pour le coup, il y a vraiment pas de vice ni de blague. Quel a été justement sur quoi les Patriots sont perdus en fait? Quel a été l'élément déclencheur qui a fait perdre les Patriots? Est-ce que c'est l'inexpérience de Drake May avec Josh Allen qui revient en force et forcément les décisions sont peut-être un peu moins bonnes, etc. Est-ce que c'est la défense des Bills qui s'est bien ajustée? Est-ce que c'est, comme on l'a beaucoup entendu chez les fans des Patriots, des erreurs d'arbitrage aussi? Je pense à cette passe interférence qui a été sifflée au lieu de siffler l'interception. Voilà. Qu'est-ce qui a fait basculer cette rencontre du côté de Buffalo alors que ça semblait tellement bien parti pour les Patriots? Alors déjà, le côté erreur d'arbitrage, je vais le mettre directement de côté parce que pour moi, c'est pas des erreurs d'arbitrage qui créent un déficit de 21 points. Sur une possession, à la limite, tu pourrais te dire pourquoi pas. Sur 21 points de retard récupérés, c'est complètement différent. Donc ça, je le mets directement de côté. Derrière, hier, on a vu un vrai match de play-off en fait. C'était le premier match de play-off de la saison des Bills et de New England. Clairement, c'était ça. New England, s'ils gagnaient, ils étaient quasiment assurés de faire les... Je crois qu'ils étaient assurés de faire les play-offs, pardon. Ah bah surtout, oui, ils étaient champions de division. Ils étaient champions de division. Donc, c'était vraiment un must-win pour eux. Du côté des Bills,
qui ont, eux, l'habitude de l'être, champions de division ces dernières années, ils avaient à cœur de rattraper leur défaite à domicile contre ces mêmes Patriots. Donc oui, c'était un gros match de play-off, un des premiers matchs de play-off de cette saison, pour eux en tout cas, et en tout cas de l'intensité play-off, j'ai envie de dire. Et puis, il y a aussi le côté, effectivement, manque d'expérience, manque à ce niveau-là. Cette équipe des Pats, on sait comment elle est bâtie. Elle est jeune, elle est dynamique, elle a beaucoup de choses. Elle a montré énormément de choses, de très bonnes choses, mais il va falloir les entériner. Et ce sont dans ces matchs-là qu'on entérine, mais pas que dans les victoires. C'est dans les défaites aussi qu'on apprend. Et moi, je pense que cette défaite peut leur être aussi salvatrice pour la suite de la saison et pour les années à venir. Il y a énormément de choses qu'il va falloir tirer de cette défaite-là. Manager une victoire, c'est bien, mais manager une avance, gérer une avance, ne pas faire n'importe quoi, c'est aussi très important. Ne pas se croire au-dessus de ce que l'on pense et au-dessus de toutes les forces. Ça a été un peu un manque à un moment donné. Seb l'a bien dit, la première mi-temps des Bills, ça a été très compliqué, et notamment les 2 premiers drives et la première mi-temps donc, parce qu'en première mi-temps, ils n'ont seulement que 2 drives, mais que 6 jeux avec 0 yard de gain. Le premier drive fait plus 5, le deuxième fait moins 5. C'est 2 3 and out. Donc c'est dire que il n'y a rien dans ces drives-là qui n'inspire confiance du côté des Bills. Qui en plus sont normalement les drives qu'on dit scriptés, c'est-à-dire les 2 premiers sont généralement ceux qui ont été vraiment travaillés pour s'adapter, qui sont pas adaptés à la défense et tout. Et c'est normalement ceux qui sont censés fonctionner bien. Qui sont adaptés à la défense, mais qu'on a travaillé à la vidéo avant, quoi. Donc les 2 premiers drives, c'est vraiment des choses qui sont vraiment très importantes. Et c'est important que tu le dises, ça, Flav, parce que justement, en termes d'adaptation, on a vu la différence de coaching. Et pour un là, McDermott qui est censé être nul. Eh ben Il oui. est nul. Mais justement, là, on a vu une adaptation. Alors, est-ce qu'il s'est beaucoup reposé sur ses coordinateurs? Certainement aussi. Mais en tout cas, on a vu une très grosse adaptation et une belle capacité d'adaptation des Bills, de McDermott, mais de Josh Allen aussi. De qui? Et là, on a une différence. Là, on a une grosse différence. On a une différence entre un QB qui est MVP et un QB qui arrive qui est encore nouveau, qui est encore tout jeune, qui se développe très bien, certes, mais qui a encore beaucoup de temps devant lui pour se développer. Et donc, on a vu cette différence d'expérience-là. Donc oui, là-dessus, ça y a joué beaucoup. C'était un match, on va le rappeler quand même, qui était sous la neige. C'est pas tout le temps qu'on joue sous la neige et c'est quand même assez particulier. Buffalo Dans sont les habitués. conditions. Oui, mais dans les conditions comme ça, du côté de New England, c'est un petit peu plus rare, même s'il y en a. Mais c'était un très beau match. Il faut quand même le retenir. La défaite est frustrante pour les Pats, forcément. Mais j'y vois aussi quand même pas mal d'encouragement et c'est quand même beaucoup de points positifs, surtout sur cette manière d'aborder le match et cette première mi-temps. Et c'est vrai que la deuxième mi-temps a été beaucoup plus compliquée et permissive en défense. Et ça, il va falloir le travailler. Mais je pense que ils vont avoir les clés pour essayer de repartir de l'avant. Et il faut absolument pas les oublier pour le playoff parce que ça va être une équipe très compliquée à jouer. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que historiquement, on dit que les matchs sous la neige sont plutôt réservés aux jeux de course, sont moins spectaculaires offensivement, etc., etc. Cette saison entre le Bills Bengals qu'on a eu la semaine dernière et le Patriots Bills de cette semaine, décidément les flocons de neige, ça fait pleuvoir les points aussi du côté de la NFL. Après, bizarrement, tu parles pas des Commanders Giants. Mais bon. Non, parce qu'il a neigé 3 flocons, quoi. Les 2 équipes ont quand même ont joué plus de jeux de course que ceux qui n'ont lancé de passe quand même. Oui, avec les Patriots notamment qui ont été très performants à la course avec un Trevelyan Anderson encore au four et au moulin et un Drake May qui marque 2 touchdowns au sol et qui fait un très beau bloc sur un touchdown de Trevelyan Anderson. Une question pour mon Yaya, Josh Allen une nouvelle fois mené de 21 points. Je sais qu'on t'a beaucoup interpellé sur Discord, sur les Bills, etc. Voilà, Josh Allen, encore une fois mené de 21 points. Ma question, mais où va-t-il donc chercher toute cette énergie? Parce que c'est un très fort joueur, c'est un MVP, c'est un calibre MVP. Depuis quelques années, il réduit ses interceptions en sus. Donc, pas en Suisse. Hein. Non.
On voit que c'est un vrai franchise quarterback. C'est ça. En revanche. Ah, attention, il y a l'histoire de la chatière qui va se refermer, je le sens. Non, mais elle est fermée. Elle est fermée, ça y est, double tour et tout. C'est terminé. Ok, ils reprennent le tiebreaker sur le match. Il y a juste une petite chose, c'est que là, ils gagnent en étant menés de 21 points, mais ils ne vont pas faire ça pendant tous les playoffs. Donc, il va Ils falloir l'ont mettre. déjà fait la semaine dernière, déjà. Oui, mais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour dire tu perds que. de l'énergie. Tu perds de l'énergie bêtement. Oui, nous en sommes d'accord. Et donc, on sait que c'est une course longue. Mais où vont-ils donc chercher toute cette énergie, du coup? Bah ouais, mais c'est l'énergie dont ils auront peut-être besoin d'énergie plus tard, parce qu'en plus, ils n'auront pas de bye week, parce qu'ils n'auront pas le first seed. Donc, ça va être extrêmement. Enfin, tu dois garder de l'énergie et tu dois pas être mené 21-0. Et juste une petite stat en passant, c'est la première fois depuis 120 et quelques matchs que les Patriots, après avoir mené de 21 points, perdent. Donc, c'est plus, ça parle plus de. C'est un peu des deux, tu vois. C'est un peu les Bills qui font ce qu'il faut, mais aussi les Patriots qui manquent un peu d'expérience. Et justement, ça peut-être leur mettre du plomb dans la tête pour les playoffs. Ouais. Mais où vont-ils s'arrêter? C'est la question que l'on peut maintenant se poser. Niveau calendrier, les deux équipes ont deux matchs assez abordables. Par contre, les Pats se déplacent chez les Ravens. Mais en fait, pour moi, mais on l'avait déjà dit dans le podcast, je crois que c'était mercredi. Jeudi, pardon. Le vrai virage, c'est de toute façon ce match contre les Ravens. Parce qu'en cas de défaite contre les Bills, si derrière t'enchaînes une deuxième contre les Ravens, là, t'enclenches une spirale qui n'est pas positive pour la fin de saison. Ouais. Et derrière, tu as des matchs qui restent des matchs de division. Et vous pouvez en parler aux Panthers, vous pouvez en parler aux Buccaneers, vous pouvez en parler à qui vous voulez. Les matchs de division, tu peux toujours te vautrer. Hein. Donc, ouais, pour rappel, c'est chez les Ravens, après chez les Jets et contre les Dolphins à domicile, tandis que Buffalo se déplace chez les Browns, reçoit les Eagles. Ça, c'est un gros match aussi, même si je pense que les Eagles seront qualifiés d'ici là et donc il n'y aura pas de problème pour les Eagles. Ils recevront les Jets pour le dernier match. Donc oui, c'est pas complètement gagné, mais c'est vrai que le match contre les Ravens fait vraiment figure d'épouvantail du côté de là où les Patriots sont bien, c'est qu'ils ont encore une victoire d'avance et que les matchs, tu l'as dit, il y a les Jets et les Dolphins. Le plus dangereux des deux sur le papier, ça reste les Dolphins, mais c'est à Foxborough, sans doute, donc début janvier, sans doute dans le froid. Et quand on connaît l'appétence de Tua Tagovailoa pour les matchs dans le froid, ça devrait plutôt servir les Patriots, puisqu'on rappelle que Tagovailoa n'a jamais gagné un match avec une température négative. Donc, c'est... Les Dolphins en général. Hein. Oui, les Dolphins en général, mais lui encore plus. Et d'ailleurs, ce soir, enfin, quand vous écoutez cette nuit chez les Steelers, ils annoncent moins 6 degrés au moment du coup d'envoi. Donc voilà, et pour Tagovailoa, ça va être encore un moment sympathique à passer sans aucun doute. Oui. Petite stat, justement, on parlait de ces 21 points d'avance de la part des Pats. Dans le match, au final, la tenue de la balle a été beaucoup plus pour les Bills que pour les Pats, puisqu'ils ont tenu la balle 35 minutes 21 secondes, contre 24 minutes et 39 secondes pour les Pats. Ça veut aussi dire que les Pats n'ont peut-être pas assez appuyé sur le jeu de course à un moment donné où ils étaient forcément devant, ou alors que les Bills ont réussi vraiment à surélever leur niveau de jeu en défense pour essayer de récupérer la balle. La défense a vu que l'attaque n'y arrivait pas. De toute façon, la défense n'y arrivait pas non plus au début du match. Hein. Ils se sont tous mis un peu au diapason et ils se sont un peu tirés mutuellement la bourre pour revenir. Et ça leur a porté, c'est une vraie victoire d'équipe là-dessus. C'est vraiment les deux équipes, les deux teams qui ont réussi à remonter d'un coup. Et puis au niveau des jeux joués, forcément, 67 jeux joués par les Bills, seulement 51 par les Pats. La différence est grosse. Ouais, juste une petite chose, c'est que sur le jeu de course, notamment en deuxième mi-temps, il y a le truc, c'est qu'ils ne tiennent pas la balle puisqu'ils vont marquer un touchdown direct.
avec les 65 yards, la course de 65 Oui, c'est yards vrai. d'Anderson. Donc en fait, ok, ils se font trouer, mais tu redonnes la balle et ta défense n'a pas eu le temps de se reposer. On bascule, on reste en AFC et on bascule chez l'équipe qui a déjà pris son trône pour enfin pris sa place plutôt pour les Vince playoffs. est dessus déjà aussi. Pour les playoffs, c'est les Broncos de Denver qui affrontaient les Green Bay Packers. Alors, de manière assez incompréhensible, d'ailleurs, on comprend toujours pas aujourd'hui et je ne sais pas qui pourrait nous expliquer, mais pendant toute la semaine, on a vu des Packers qui étaient assez nettement donnés favoris de cette rencontre. Des bookmakers qui ont été jusqu'à donner presque 6 points d'avance aux Packers pour ce match-là, qui se déroulait, on le rappelle, du côté de Denver. Voilà, bon, c'était assez surprenant de voir cet écart de niveau, comme quoi il y avait un certain manque de confiance dans cette équipe des Broncos. Et pourtant, mon cher Vince, les Broncos ont fait plus que répondre présent. Oui, ce fut dur. Ce fut un match, là encore, je dirais, d'un niveau quasi playoff. Alors, plus d'un côté que de l'autre, je pense, mais c'était un match âpre, disputé, et on a vu vraiment de très très bonnes choses sur ce match-là. La première chose que j'ai notée, moi, sur ce match, c'est une grosse présence de Green Bay dès le début du match, avec beaucoup d'intensité mise par la défense et par l'attaque. Alors, je suis désolé, hein, je vois mes collègues se marrer, je n'ai pas regardé le chat interne, mais je sais qu'il y a des bêtises, je vais essayer On de va passer. pas voir. Mais Alors, bref. j'explique. Attends, je te coupe juste pour expliquer parce que Yaya a été pris d'un fou rire. Vous voyez que moi je reste stoïque, hein, contrairement à d'autres. Yaya a été pris d'un fou rire et je ne comprenais pas pourquoi. Et Seb vient de m'expliquer dans le chat interne pourquoi. Parce que bon, là, voilà, c'est juste une petite, comment dirons-nous, une possible. C'est même pas une contrepétrie, c'est voilà. Non, Bref, c'est un jeu de mots, mais un on jeu de va pas mots. le faire à l'antenne parce que Non, voilà. on peut pas. Il passe pas à l'antenne. Alors, moi, c'est encore autre chose, c'est parce que Ah, bon. oui, Yaya, c'est parce qu'il lit ses messages privés pendant. Non, Bon, c'est que j'ai reçu un message privé sur Instagram qui m'a fait penser à ce qu'a dit Vite, mais dans la journée, la c'était durlute. pas en même temps. Non, c'est pas la durlute. Avant d'aller au lit, mais non. Okay. C'est encore autre chose. Je vais te l'envoyer, tu comprendras. Très bien. Vas-y, mon Bref, cher Vince. donc, je disais, les Broncos sont arrivés dans ce match-là, effectivement, tu le disais, avec un déficit en termes au niveau des bookmakers. Ils étaient donnés perdants et ils sont arrivés avec un plan de jeu radicalement différent des autres matchs, mais vraiment. C'est-à-dire que le Broncos screen pass, bubble pass qu'on voyait au tout début de saison pendant les 3-4 premiers matchs, on le revoyait un petit peu ces derniers temps. Hier, on n'a pas vu ça du tout. C'était un jeu purement vertical. Ils ont appuyé sur ça là où ça faisait mal contre les Packers. On a bien vu que le plan de jeu était vraiment travaillé. Les premiers drives ont été un peu compliqués, mais derrière, ça a été un festival de la part de Bonix qui a été incroyable. Et alors, franchement, Courtland Sutton fait un match de folie. Il réussit à faire 7 catchs pour 113 yards sur 10 targets. Troy Franklin, elle l'aide beaucoup. Humphrey également. On a vraiment un corps de receveurs du côté des Denver Broncos qui sont vraiment très très bons et qui se sont mis au diapason hier. Et donc, ça a permis de voir tout ça. Quand on avait les receveurs extérieurs qui étaient pris, on avait toujours une solution à l'intérieur, au milieu des linebackers. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à voir dans le plan de jeu des Broncos, parce que jusqu'à présent, on ne le voyait que très peu. Du côté des Packers, on s'est vu vraiment beau et à fort raison, parce qu'en fait, ils ont été très très bons en début de match. Ils ont même mené au score pendant une grande partie de ce match-là. Mais effectivement, ça a calé à un moment donné. Ça a calé à l'endroit où, au moment où, les Broncos sont arrivés à mettre le step de plus en défense. Ils ont réussi à stopper plusieurs fois Jordan Love, qui a un peu déjoué en seconde mi-temps. Mais alors, vraiment, la première mi-temps de Jordan Love, c'est une masterclass. Il fait tout. Il réussit quasiment tout.
il court avec la balle, il arrive à sortir de ses blocs, à sortir de sa poche, à ne pas subir la pression de la ligne défensive des Broncos. Et ça a été vraiment très très fort pour lui. Par contre, effectivement, comme je le disais, en deuxième mi-temps, il se prend 3 sacs, il complète beaucoup moins, la ligne défensive des Broncos est beaucoup plus forte. Je ne mettrai pas l'erreur sur Jordan Love, je la mettrai plus sur vraiment, moi j'ai senti vraiment cette défense qui est montée d'un cran, qui a réussi à step up au fil du match, et on a vraiment vu une défense qui avait envie de dire, ok, mon attaque, elle est bonne, elle est performante aujourd'hui, je vais lui rendre l'appareil et je vais lui montrer que je suis capable moi aussi Alors, d'aller gagner. je réagis juste avant Seb. Pas mettre l'erreur sur Jordan Love. J'y reviendrai si Seb y revient pas, mais je vais quand même un truc qui me choque moi dans le jeu de Jordan Love. Mais vas-y mon Oui, Seb. mais on le sait. Oui, d'accord. Ok, Alors, on en parlera après. C'était pas sur ce point que je voulais revenir, mais moi je vais t'expliquer ce qui s'est passé, Vince. Alors oui, certes, il y a la défense des Broncos, ça, mais pourquoi est-ce que la défense des Broncos, elle a son premier sac que dans le troisième quart-temps? Pourquoi est-ce que l'attaque de Green Bay, elle cale en deuxième mi-temps? Et parce que tu as le tackle Zach Tom qui sort sur blessure, tu as Christian Watson qui sort, et à partir du moment où Christian Watson sort, Green Bay, c'est 55 yards cumulés en offense. C'est-à-dire que tu as la quasi-totalité du rendement offensif de Green Bay sur ce match qui fout le camp avec Christian Watson. Donc, il y a pas que ça. Je veux dire, t'as aussi l'interception de Patrick Surtain qui renverse vraiment la vapeur. Hein. Mais moi c'est ça. Très belle interception d'ailleurs. Non mais enfin oui. Alors, l'interception est très belle. Ça d'accord. Mais on va rappeler quand même le truc. C'est là-dessus. Moi, je sais pas la faute de Jordan Love. Il y a 23-14 pour les Packers. Début de troisième quart-temps, 23-14. Josh Jacobs est en feu, il nous fait une réception du feu de Dieu sur le bord de la end zone, on croirait un receveur qui a 20 ans d'expérience en NFL alors qu'il est running back. Il vient de marquer un autre touchdown au sol, il est en feu. Donc, touchdown de Josh Jacobs, punt sur un 3 and out des Broncos qui rendent le ballon aux Packers. Au lieu de continuer sur un jeu au sol qui fonctionne, avec Josh Jacobs, qu'est-ce que nous fait Jordan Love? Il va nous tenter un big play de l'espace, alors qu'il n'y a aucun besoin de faire ça à ce moment-là. Il va nous tenter un big play pas possible pour aller viser. En plus, Pat Surtain, qui est quand même pas le mec qui a les mains les plus gauches de toute la NFL. Oui, mais qui Résultat, est pas en il bonne renverse forme le momentum. physique. Donc, il renverse le momentum complètement. Parce que derrière, c'est 7 jeux pour les Broncos, touchdown 23-21, le match il est plié, il est renversé. Donc, ça, pour moi, sûr. Jordan Love est 100% responsable. Non, parce que c'est pas Jordan Love qui qui défense décide. Denver qui a été super efficace dans la red zone. Hein. Oui, non, mais ça, depuis le début de la saison, ils sont très très forts dans la red zone. Il y a des facteurs mais avec une intelligence. Alors après, c'est peut-être l'appel de jeu. On peut rendre. Voilà, moi j'allais dire c'est l'appel de jeu là le problème. On peut envoyer on peut mettre la faute sur l'appel de jeu si tu veux. Mais cette propension de Jordan Love à tenter des big plays quand il n'y en a pas besoin et à se faire intercepter, ça va leur coûter cher très longtemps aux Packers. Très clairement. Ça va leur coûter des matchs. Déjà, ça leur coûte quasiment la division. Alors, elle n'est pas jouée encore, quand même. Il n'y a qu'un seul match d'écart. Non, mais les Bears ne sont pas champions encore. Certes, mais ils avaient leur destin. Ouais. Voilà. Et là, maintenant, ils vont être dépendants des Bears. Oui. Des Bears. Même toi, tu commences à dire les Bears. Non, c'est parce que j'étais à la réunion parents-prof. On a parlé de ça en plus avec la prof d'anglais de mon fils. Donc, je salue Madame Vermersch. Voilà. Salut Madame Vermersch, si tu nous écoutes, qui doit être du Nord, parce qu'avec un nom comme ça fait plus Nord-Pas-de-Calais que Limoges. Enfin bon, c'est un autre débat. Donc voilà, pour moi, Jordan Love, on parle souvent des momentum en NFL. Cette interception de Pat Surtain renverse complètement le momentum. Oui, et je suis convaincu qu'il n'y avait pas besoin de faire ça à ce moment-là. Surtout qu'il y en avait un autre qui était démarqué un peu plus près, aux alentours des 10 yards. Là, il y avait vraiment un jeu à trouver. Après, ce qui n'enlève rien, qu'on soit d'accord, la performance de Denver. Pendant toute la saison, et peut-être à juste titre, moi, je suis malheureusement trop chauvin et trop derrière mon équipe pour trop juger de ça. Mais tout le temps, on a dit Denver, c'est une des pires équipes à 10-2, c'est une des pires équipes à 9-2. Ils se retrouvent avec 11 victoires d'affilée. Ils se retrouvent avec 12-2 en bilan. C'est les premiers qualifiés en AFC. Et hier,
l'attaque de Denver a été vraiment belle. Il faut leur donner du crédit. Et je pense maintenant, très franchement, que c'est non seulement une équipe qui va être crainte, mais en plus, vraiment une équipe qui a le potentiel. Peut-être pas pour gagner le Super Bowl quand même cette année, parce que ça va être compliqué avec l'expérience qu'il y a, mais en tout cas pour jouer les troubles faites fortement et aller chercher, pourquoi pas, une finale de conférence, ça serait très beau. Petite question, mon Yaya, on parlait de Jordan Love. Toi, est-ce que il y a Jordan Love, mais il y a aussi la blessure et on va en parler quand même, de Micah Parsons, C'est ça, moi, qui est out pour la saison. Qui se blesse tout seul. Hein. Pas de Voilà. contact. Alors, j'ai pas le. C'est quoi? C'est déchirure Croisé. du ligament? C'est croisé. C'est pas rupture, hein. Torn ACL. Oui, donc c'est déchirure du ligament antérieur. Voilà, c'est quand même une grosse perte. Tu l'as dit, il y a le titre de division qui est encore en jeu, qui est pas acquis. Il y a les playoffs derrière. Prochain C'est match. quand même une très sale soirée pour les Packers. Oui, ils prennent cher sur l'action. Ils avaient le destin entre leurs mains. Malgré 2-3 matchs où ils ont bêtement perdu, on va dire. Là, c'était un peu comme le match précédent, c'est un vrai match de play-off avec des vrais enjeux entre deux équipes qui jouent les hauts de tableau de leurs conférences respectives. Là, la défaite avec ce qu'on vient de dire sur Jordan Love, plus la blessure de Micah Parsons, pour qui tu as tradé en début de saison pour faire venir et pour faire passer un step à ta défense, j'ai peur qu'ils s'en mordent un peu les doigts. C'est pas, ils ont pas non plus grande expérience pour les playoffs. Ils vont aller en playoffs, ça c'est sûr. Ils se facilitent pas le chemin. Alors ils peuvent encore gagner la division et avoir un match à domicile. Après, faire que des matchs à l'extérieur, ça va être compliqué. Mais je ne ferme pas la porte à ce qu'ils fassent un run en playoff. Il y a des joueurs qui sont révélés sur des runs de playoff. Mais la seule chose où ils ont peut-être dit définitivement adieu hier, c'est sur au first seed. Le first seed en NFC maintenant, qui a 2 matchs devant eux. Ça me paraît. Alors ils ont encore moins d'1% de chance d'être first seed, mais c'est vrai que le first seed c'est fini. On parle de personnes, on parle on parle de quelqu'un. De Christian Watson aussi, mais moi, Seb l'a bien dit, mais la blessure du garde, hier, elle fait vraiment mal, quoi. Hein. On sent vraiment une équipe désorganisée au niveau du schéma de bloc et surtout en protection de passe. Et on voit vraiment une équipe derrière de Denver qui insiste sur ce point-là, puisqu'il passe, je crois, sur les 3 sacs, il passe 2 fois en force à cet endroit-là. Donc, on voit vraiment une défaillance là qui est arrivée. Alors, certes, ils vont avoir une semaine d'entraînement pour essayer de compenser ça, mais ça peut être vraiment un problème pour eux. T'es le premier à en parler. Dans une ligne, il n'y a pas que des individualités, il y a aussi une cohésion où tu es tellement en cohésion qu'au lieu d'être 5 sur la ligne, tu es quasiment 6, puisque la cohésion est une personne de plus quasiment. Et refaire cette cohésion, ça va être plus compliqué. On a, je disais les pourcentages de chance d'être first seed. La semaine dernière, c'était 10% pour les Packers et donc maintenant c'est tombé à 0,8%. Donc vous voyez comme quoi ça va être très très compliqué. C'est quasiment fini pour ça. Un match fondamental la semaine prochaine pour les Packers contre les Bears de Chicago. Là pour le coup, c'est le titre de division qui se joue, ni plus ni moins. Ça va être voilà. Alors les Bears, je crois qu'il leur reste les Packers et les Lions à jouer d'ici la fin de la saison. Les Lions en dernière journée. C'est ça, les deux à domicile. Les deux à domicile, donc voilà, ça va être vraiment... Et attention, parce que ils vont quand même chez les Niners. Hein. Oui, mais les Bears, ils ont leur plein contrôle, ils ont le contrôle du destin entre leurs mains. S'ils gagnent les 2 matchs de div, voilà. Ils sont champions de div. Voilà. Sachant que le maire de Chicago maintenant joue à Pittsburgh. Parce que quand ils gagnaient, ils disaient qu'ils étaient chez eux, Aaron Rodgers. C'était
Je cherche vraiment l'intérêt de cette. Bon, c'était bien. C'était Mais non, sympa. mais c'est qu'ils ont toujours gagné là-bas, ils Oui, roulent, non, ils je pense marchent sur qu'on peut sur peut-être avancer. sur Chicago. Oui, Non. on va avancer, je pense. Les, Non, on va pas avancer. on parlait des pourcentages de chance Family de first seed pour les Packers. Passons aux pourcentages de chance qui ont complètement disparu pour les playoffs des Chiefs de Kansas City. Pardon, je ne devais pas rire à ce moment-là. Les Chiefs de Kansas City qui ont donc perdu, qui sont donc éliminés. On salue tous nos fans des Chiefs que l'on connaît. Et qui ont vécu, mon pauvre Seb, une soirée, on parlait de soirée difficile pour les Packers, celle-là, elle est quand même proche du catastrophique pour les Chiefs, défaite contre les Chargers et Patrick Mahomes qui se fait les croisés. Je pense que les fans des Chiefs sont pas prêts de l'oublier. Je Celle-là, pense qu'ils vont pas oublier le 14 c'est décembre de sitôt, non, ça c'est sûr. le 14 décembre 2025 va vraiment rester comme une date noire dans l'histoire du club. Ils se sont retrouvés face à une équipe de Los Angeles, face à des Chargers qui ont joué vraiment crânement leur chance. C'est leur troisième victoire d'affilée. Et surtout, ils prennent la série contre Kansas City. 2 victoires des Chargers contre les Chiefs. Alors, on pourra toujours gloser sur la beauté de la victoire et la qualité du match en général. Combiner ces 2 équipes nous ont quand même donné à L2 en 60 minutes de football 8 punts, 3 turnovers, un 11 sur 27 sur les 3e downs et 17 pénalités. On a connu des tableaux où les couleurs étaient quand même mieux C'est sûr assorties. qu'il fallait se mouiller la nuque en passant de ça à Rams Lions dont on va parler après, quoi. C'est sûr. Ah ouais, c'était... Alors, le match était vraiment intéressant et chouette à suivre, mais on le regardait pas pour la beauté du jeu. C'était... on va pas dire que c'était... Mais voilà, c'était âpre, mais les Chargers se sont habitués aussi à ce type de victoire très très âpre, donc c'est pas très étonnant de leur part. Ils se sont reposés sur une défense très agressive, tellement agressive que Tony Jefferson s'est fait sortir du match après ce qu'on peut appeler une tentative d'assassinat sur un receveur de Kansas City. Ils ont remporté une bataille. On appelle ça. Targeting, voilà, je cherchais le terme exact, autant pour moi. Ils ont remporté une bataille très physique et d'ailleurs, la preuve de tout ça, c'est qu'ils clôturent le match sur une interception de Derwin James Jr. qui empêche Kansas City d'égaliser ou de prendre la tête. Alors, Kansas City, parlons-en. Habituellement, les matchs serrés, les matchs de ce type, c'est leur dada. Ils arrivent toujours à s'en sortir. Sauf que cette fois, Patrick Mahomes, même en s'employant, n'a pas suffi. Dans le 4e quart-temps, il lance une passe vers Kareem Hunt qui sera interceptée par Daiyan Henley. Ce sera la première interception de ce 4e quart-temps. La deuxième est celle de Derwin James lors de ce dernier drive. Et lors du dernier drive, justement, alors que les Chiefs partaient de leur 2 yards et qui se rapprochaient de la mi-terrain, la catastrophe absolue, Patrick Mahomes se blesse sur une course et Gardner Minshew doit prendre le relais et Minshew, il va approcher Kansas City à portée de coup de pied, mais il va se faire intercepter. En fait, comme Patrick Mahomes le drive d'avant, voilà. où il était aussi à portée de field goal. Comme Patrick Mahomes le drive d'avant, une passe vers Travis Kelce qui va finir donc dans les mains de Derwin James. C'est la première fois que Kansas City ne participe pas aux playoffs depuis 2014. Il va peut-être falloir se poser des questions, notamment sur le coaching staff de Kansas City. Il est temps d'ouvrir les yeux et de voir que parmi les problèmes de ce club, il y a notamment le pass rush et le jeu au sol. Même si le pass rush a été présent aujourd'hui puisqu'ils ont infligé 4 sacs à Justin Herbert, mais qui est un peu coutumier du fait. Moi, c'est le 11e en 2 matchs. C'est ça qui m'inquiète pour les Chargers. Et la ligne offensive. Moi, j'ai ça et les interceptions qui m'inquiètent un petit peu pour les Chargers, mais je laisserai mes collègues sans doute revenir dessus. Mais il est temps de se dire que voilà, il y a des lacunes dans cette équipe et que cette année, malgré tout le talent de Patrick Mahomes, ça n'a pas suffi à les couvrir. Mahomes d'ailleurs qui, cette saison,
a engrangé son plus grand nombre de total de yards au sol. Oui. Et moi, je trouve que c'est très parlant parce que même s'il sait servir de ses jambes, c'est quand même pas un quarterback double menace. Il n'est pas connu pour C'est pas ça. le Josh Allen. Mais quoi. le fait, voilà, c'est pas un Josh Allen ou un Lamar Jackson. Oui, Oui. je vois Yaya de dîner de la Je tête. vois ce que tu veux Je dire. dis, il sait le faire, mais c'est pas la marque de son jeu et c'est pas autour de cette caractéristique qu'est organisé le jeu de Kansas Mais, City. mais Mais le fait qu'il ait son plus grand nombre de yards au sol cette saison, pour moi, c'est super parlant sur le fait qu'il a tenté par tous les moyens de combler les lacunes du club. moi, je pense que c'est plus révélateur sur les autres saisons que sur cette saison. Moi, je pense que c'était un double menace. C'est pour ça qu'ils l'ont pris à la draft. Que surtout, ils l'ont dit, tu ne te sers pas de tes jambes tant que tu n'en as pas besoin. Souviens-toi l'année Je dernière, comprends. quand il faut aller chercher un field goal, je ne sais plus contre quelle équipe, il va courir, il va chercher le field goal avec ses jambes. Il a toujours. Et justement, par rapport à Alex Smith, putain, je fais une Vince. Par rapport à Alex Smith, qui était le quarterback avant, Rien à voir. ouais, mais en fait, c'est ce qui manquait à Alex Smith. Et en le draftant, en le mettant un an en couveuse, Andy Reid, il a vu ça, il a attendu, et après il a mis. Et justement, quand il y avait besoin, il se servait de ses jambes. Mais avec la consigne, en disant non, tu ne vas pas courir comme un dératé, ton jeu, c'est pas ça. Moi, je veux pas ce que tu fasses ça. En revanche, s'il y a un jeu qui le nécessite, tu le fais. C'est ça, en fait, la différence. Contrairement à Lamar Jackson ou Josh Allen, où c'est vraiment presque, c'est plus une caricature à être plus des. Déjà, ils sont plus grands, à être plus mobiles, à aller plus vers plus courir. Lui, c'était dans le plan de jeu d'Andy Reid de dire non, tu cours moins, on va te protéger. Et puis, souviens-toi, son premier run au Super Bowl, il avait une meilleure ligne. Après. Oui, alors. Oui, une fois de plus, là, d'ailleurs, il a évolué derrière une ligne qui était un petit peu bricolée avec ce qu'ils avaient. Il y a eu des gros problèmes de blessures sur leur ligne offensive toute la saison. Et même ces 3 dernières saisons, c'était hyper compliqué la ligne. En fait, c'est depuis le départ de Orlando, je sais plus, qui est parti aux Bengals. C'est compliqué la ligne. Mais c'est un peu normal parce que tu es obligé de payer des joueurs. Avant, tu avais Mahomes sous contrat rookie, maintenant tu le payes, donc tu dois faire des choix. Oui. Et en fait, c'est aussi ça, la NFL. Tu as un salary cap pour qu'il y ait des changements dans les équipes qui soient tout en haut. Donc, si tu travailles bien avec des rookies, des contrats rookies, et derrière, tu peux payer des stars, mais il faut aussi. Mais le problème, c'est que quand tu es une équipe qui performe, tu as des tours de draft qui sont beaucoup plus bas. Et donc, tu n'as pas forcément les premiers choix. Donc, il y a tout un tas de rotations. Et c'est voulu pour que les petits marchés soient un peu moins impactés. Là, on arrive au bout où ils ont tiré au maximum de leur effectif. Là, il va falloir leur régénérer. Je ne suis pas aussi catégorique que certains sur les réseaux en disant la dynastie est finie. Ça m'étonnerait même pas que l'année prochaine, ils reviennent plus fort avec autre chose. Tu parlais de coaching staff. Oui, je pense qu'il va y avoir un remodelage et 2-3 choses. L'année prochaine, ils ne seront peut-être pas directement contenders pour le Super Bowl, mais ils seront vers les playoffs sans aucun doute. C'était Orlando Brown que tu cherchais. Orlando Brown, voilà. Oui. J'allais dire Mercer, mais c'est un autre sport. Vince, la question de Yaya est la mienne. Savoir pour toi, est-ce qu'on est sur la fin de dynastie ou pas du tout? C'est trop vite, on va pas tirer sur l'ambulance. C'est trop rapide. Surtout qu'il y a Patoche dedans. Cette équipe a encore quand même beaucoup de choses pour elle. Elle a déjà l'expérience, puisque même s'il va y avoir et on l'a dit, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Je pense qu'ils vont garder une ossature qui a gagné, qui sait gagner et qui sait comment faire pour gagner. Donc ça, c'est quand même important dans la culture du sport américain d'avoir ça, puisque une saison NFL, ça va très vite, c'est seulement 17 matchs, donc si déjà tu n'as pas à apprendre à gagner, c'est toujours ça de prix. Donc forcément, c'est un tournant
c'est un tournant parce que il faut pas oublier ce qu'ils ont réussi à faire dans ces 5 dernières années quand même. Ces 5 dernières années où ils ont fait 4 Super Bowl, je crois, 3 victoires du Super Bowl, une défaite en finale et une défaite en finale de conférence. Donc c'est vraiment pas négligeable ce qu'ils ont réussi à prouver, à faire, à évoluer. Il va falloir se renouveler, il va falloir essayer d'aller chercher du gaz un peu ailleurs. Comme l'a dit Yaya, en fait, la jeunesse peut aussi apporter de nouvelles choses. Et puis, c'est tout bête, mais des fois, la mise en concurrence des gens permet de trouver un peu, d'aller chercher un petit peu plus d'énergie, de puissance, de Où force. vont-ils chercher toute cette énergie? Et ouais, mais moi, ce que je trouve C'est un décidément la peu, question de ce podcast. ce que je trouve un peu dommage dans cette équipe des Chiefs, c'est qu'il n'y a pas eu assez de concurrence sur certains postes clés. Euh, on parle de Travis Kelce en ce moment. Travis Kelce qui semble dégoûté, et je peux le comprendre, puisque depuis qu'il est arrivé en NFL, il a eu l'habitude de gagner. Mais Il va être obligé d'aller au concert de sa femme, est-ce qu'il surtout. a réellement été mis en concurrence, surtout après les saisons décevantes qu'il a fait l'année dernière et il y a 2 ans? On peut se poser la question. La concurrence n'a pas été vraiment là non plus et on n'a pas vraiment mis en concurrence. Moi, j'ai l'impression que j'ai. Ouais. Maintenant, Je suis moyennement d'accord avec toi sur Travis Kelce pour le coup. maintenant, Ouais. je veux juste aussi, parce que là, on s'attarde vraiment sur les Chiefs. J'espère qu'on va parler un peu des Chargers après, parce que Bah vas-y, parle-en, parce que moi après j'ai mon coup de gueule et c'est sur les Chiefs. Alors, vas-y. les Chargers ont été vraiment, on va dire, maîtres de ce match en termes de stratégie. On a senti clairement que la stratégie, la gestion du jeu, la gestion de ce qu'ils voulaient faire, c'était vraiment bien marqué, vraiment bien ancré. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Et pour ça, ça a été vraiment très fort. L'impact défensif a été très très fort, peut-être même à l'excès à certains moments, mais ça a été vraiment caractérisé par Tony Jefferson qui fait 2 énormes hits. Alors le deuxième qui est pénalisé et pénalisable à juste titre. Donc pénalisable et pénalisé à juste titre, c'est plutôt comme ça dans ce sens-là. D'ailleurs, il se fait sortir du match pour un casque contre casque. Mais le premier impact qu'il met sur Rashid Rice est fabuleux. Il est dans le tempo, ça marque clairement un receveur, ça marque aussi une défense qui dit punaise, il a réussi à faire ça, on va le faire aussi. Et moi j'ai trouvé que là-dessus, ils ont été hyper agressifs et ça a vraiment fait déjouer les Chiefs. Là-dessus, moi je trouve que le plan de jeu des Chargers a été vraiment bien pensé et bien utilisé, bien réfléchi, et ils ont réussi à aller chercher cette victoire qui n'était vraiment pas gagnée au tout début. Après, c'est beaucoup ça, hein, les Chargers cette saison. C'est pas forcément des victoires spectaculaires. C'est des victoires que je qualifierais d'intelligentes. Tu sens qu'il y a une réflexion. Après, ils ont des points faibles qui, moi, me posent question, et notamment le nombre de fois où Justin Herbert se fait percuter dans un match. Quand Mais on a Joel, vu t'es déjà la blessé. semaine dernière contre les Eagles où il se fait, il se fait malaxer tout le match. Là encore, contre les Chiefs qui n'ont pas, comme l'a dit Seb, le pass rush le plus efficace de toute la ligue. Quand s'ils se retrouvent en playoff contre les Texans, le pauvre Texans Justin ou Broncos, hein. ou les Broncos, le pauvre Justin Herbert, il va passer à la machine à laver. Hein, je le dis. 12 QBI hier Ouais, contre une équipe qui n'est pas réputée pour son pass rush. il a pris toute la saison. Hein. C'est assez dramatique. Alors, juste, moi, je vais utiliser mon petit coup de griffe là tout de suite. C'est pas contre les Chiefs, c'est contre cette espèce d'analogie qui est faite de manière alors, il me semble, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais pas dire stupide parce que c'est pas gentil, mais de manière peu à propos, entre les Chiefs de Kansas City et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, et notamment entre l'histoire de Tom Brady et de Patrick Mahomes, tous les deux blessés au genou, avec les ligaments croisés touchés après avoir perdu au Super Bowl l'année précédente, et ensuite Tom Brady avait réussi à gagner de nouveaux Super Bowl. Pourquoi cette analogie, à mon sens, est complètement fumeuse? Déjà parce que Tom Brady n'est pas Patrick Mahomes et les Patriots ne sont pas les Chiefs, ça c'est une chose. Deuxième chose, il faut quand même rappeler quelque chose à ces gens, aux gens qui font cette analogie-là, c'est que la blessure de Tom Brady arrive sur le premier match de la saison. Elle arrive sur le premier match de la saison. On peut penser que si les Patriots ne sont pas en play-off cette année-là, c'est précisément parce que Tom Brady est blessé depuis le premier match de la saison. Et je ne suis pas sûr
que les Chiefs ne sont pas en playoff cette année parce que Patrick Mahomes a les ligaments croisés dans la boîte à gants. Vous voyez, parce que cette blessure est arrivée en fin de 4e quart-temps du 16e match, du 15e match de la saison, ou du 14e match de la saison, de la semaine 15. Donc, à mon avis, l'analogie n'est pas tout à fait bonne. Vous voyez, il y a un truc qui va pas dans l'analogie, c'est que c'est pas du tout la même chose. On va être clair. Si Patrick Mahomes était resté sur le terrain, s'il n'avait pas aujourd'hui sa blessure au genou, il y a 99% de chances pour que les Chiefs n'aient pas vu les playoffs quand même. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Si Tom Brady avait fait toute la saison chez les Patriots, on ne sait pas du tout ce que ça aurait donné. Ça se trouve, il serait allé au Super Bowl, on n'en sait rien. Donc cette analogie, à mon avis, c'est pas vraiment la même chose. De la même façon que on dit oui, regardez Tom Brady la saison suivante, il a pu les ramener en playoff. Oui, d'accord, mais encore une fois, il était blessé depuis plus longtemps. Là, Patrick Mahomes, il a quand même un temps pour se remettre avant la saison prochaine, qui est plus restreint que ce qu'avait Tom Brady il y a 15 ans de ça. Voilà. Oui, C'est juste. alors, juste une petite chose là-dessus. Les protocoles de récupération sont améliorés en 15 ans. Voilà, il y a beaucoup de choses différentes par rapport aux blessures. Je sais que les Américains sont très friands de ce genre d'analogie. C'est comme la théorie des 27 avec les Packers. C'est comme. Voilà. Non, mais on va être. Alors attends, là-dessus, on va être clair. C'est de la paresse. C'est de la paresse intellectuelle. Faut arrêter. C'est pas possible de faire ce type d'analogie. Chaque cas est différent. Oui, ils ont gagné des Super Bowls, les deux. Non, en plus, c'est le genre d'analogie où les Américains vont te pousser en te disant que ce soir-là, la lune était gibbeuse et qu'ils avaient mangé tous les deux des haricots verts le matin. Mais quoi. oui, mais on sait très bien que tout le monde peut trouver une stat, machin. Ah oui, moi je peux me trouver un point commun avec Brad Pitt. Hein. À mon avis, il y en a un. Mais bon, oui, je sais pas lequel. la barbe est. Sans doute. Voilà, mais voilà, on peut tous trouver une analogie avec tout le monde. Hein, voilà, c'est juste que je vois ça sur les réseaux et les gens qui parlent là-dessus en disant regardez, ça veut dire que peut-être que Patrick Mahomes ramènera les Chiefs au Super Bowl l'an prochain, j'en sais rien. Mais ce sera pas parce qu'il fait comme Tom Brady, c'est tout simplement parce qu'il est Patrick Mahomes. Et c'est très bien comme ça. Bon, les amis, on parle des Rams et des Lions un petit peu parce qu'on on a parlé que de l'AFC pendant 50 minutes. Moi ça. On a parlé des Packers. On a parlé des Packers, c'est vrai. Parlons un peu de la NFC. On avait un match qui était très très attendu entre les Rams et les Lions. Un match qui devait être un festival offensif, qui était d'ailleurs vendu comme ça, notamment par les bookmakers, qui mettaient 57 points comme cut, ce qui est très très élevé. Eh ben, ils ne se sont pas trompés pour le coup, puisque ça a été effectivement un véritable festival offensif. Seb, avec alors le total de points, je l'ai perdu, mais ça doit faire 75 points. Ouais, 75 points. Le compte est bon. Le compte est bon, merci Bertrand Renard. 75 points et du Amon-Ra St. Brown, du Kyren Williams. Bref, ça a artillé de tous les côtés. Alors là aussi, Détroit qui a joué crânement ses chances en première mi-temps avec Jared Goff qui a trouvé ses receveurs, Amon-Ra St. Brown qui en parlait, finit avec 13 réceptions, 163 yards, 2 touchdowns. Jameson Williams n'a pas été en reste, 7 réceptions, 134 yards, 1 touchdown. Il est vraiment en train de prendre la pleine mesure de son potentiel. Sauf que, au fur et à mesure du match, la protection de Jared Goff va devenir de plus en plus poreuse et ils ne vont pas réussir à trouver de solution au sol. Jahmyr Gibbs va se retrouver vraiment pris dans un étau, 58 yards cumulés au total pour lui, à la fois par ses réceptions et par ses courses dimanche dernier. La défense, de son côté, elle avait accumulé trop de blessés du côté de Détroit et elle ne pourra pas prendre le relais d'une attaque qui va se retrouver à l'arrêt en deuxième mi-temps. Et du côté de nos amis des Rams, mais ils étaient menés 24-17 à la mi-temps. Ils ont une défense qui a quand même concédé 271 yards en 30 minutes de foot. C'est considérable. Et la tendance va complètement s'inverser en deuxième mi-temps avec Los Angeles qui va gagner 179 yards au total et Détroit 5. Et surtout, Los Angeles va marquer 17 points pour prendre le contrôle du match avec sa défense notamment qui va stopper et mettre à l'arrêt Goff et les Lions. Stafford finit avec une très très bonne ligne statistique, 24 sur 38, 368 yards, 2 touchdowns,
une interception. Puka Nacua, 9 réceptions, 181 yards, de très très grosses réceptions pour faire avancer les chaînes. Et surtout, au sol, il y a une très bonne combinaison entre Kyren Williams, 15 courses, 78 yards, 2 touchdowns, et Black Corum, 11 courses, 71 yards, un touchdown, et tous deux ont été très très utiles dans la red zone, et je trouve très intéressant que les Rams réussissent à faire jouer comme cela leurs deux running backs, et en particulier à ce moment-là de la saison, on a dit que les Rams, ils allaient pas être simples à prendre au moment des playoffs. Moi, j'en suis de plus en plus certain. La défense a su contenir les big plays, elle a forcé 3 3 and out en deuxième mi-temps, et tout ça, ça fait quoi? Eh bien, ça fait les Rams qui valident leur place en playoff, qui pour le moment gardent le first seed, et ça va être chaud contre Seattle jeudi, parce qu'il risque d'y avoir un absent de marque pour les Rams. C'est Davante Adams, le meilleur marqueur du championnat jusqu'ici. Ça va être un très très gros match, pour une fois qu'on a un Thursday Night Football qui promet énormément, entre les Rams et les Seahawks. Ça va être à ne pas manquer. Ma question, ça va être celle de Musashi dans le chat, dans le Discord, pardon. Question donc de Musashi qui nous vient de Saint-Roustan. Tu sais où c'est Saint-Roustan, Vince? Non, tu sais pas où c'est Saint-Roustan? Non. Bref, tu demanderas Seb, il te montrera la carte. C'est pas la première, mais plutôt la dernière. Voilà, tout à fait. Est-ce que les Rams ne feraient pas un beau vainqueur du Super Bowl? À qui tu parles? À Vince. Bah, clairement, il ferait un bon vainqueur du Super Bowl, et puis surtout, ils arrivent, ils ont une continuité tout au long de la saison qui est vraiment intéressante et impressionnante. Ils s'arrivent un petit peu de nulle part, parce qu'en début de saison, alors, ou c'est peut-être moi qui les ai passés sous le radar et qui les ai un peu sous-estimés en début de saison, mais je ne les imaginais absolument pas à ce niveau-là, à ce moment-là de la saison. Certes, j'imaginais qu'ils pouvaient être contenders pour une place en play-off. Je ne les imaginais vraiment pas en premier qualifié du côté de la NFC, en tout cas. Toujours est-il que ces Rams sont portés par un jeu offensif qui est vraiment impressionnant. Ils arrivent de temps en temps à sortir des jeux et des big plays défensifs qui marquent, là encore, énormément une défense et qui marquent une attaque adverse de temps en temps, mais c'est plus de la... comment dire, c'est plus du coup d'épée, quoi. C'est un coup par-ci, un coup par-là. C'est pas une défense qui est broyante, c'est pas une défense qui est dominante comme peuvent l'être d'autres équipes en défense. Par contre, effectivement, ils sont là, ils sont bien présents, ils font mal à l'adversaire, et niveau attaque, on a Matthew Stafford qui est vraiment, encore une fois, j'allais dire au-dessus de tout. Non, pas au-dessus de tout, mais qui domine, qui est potentiellement un beau MVP également. Et ben voilà, tu vas nous faire une passe décisive bientôt. Et c'est pour ça, je l'ai fait exprès, je savais que tu allais en parler, qui est potentiellement un beau MVP, mais qui est là encore aussi, aidé par une très très beau corps de receveurs. Je trouve qu'il y a vraiment du talent dans cette équipe, et c'est très très bien exploité. Donc, je peux m'inscrire en faux? Vas-y, inscris-toi en faux. Sur le début du propos de Vince, souviens-toi, les playoffs l'année dernière, ils sont à une tempête de neige de sortir les Eagles. Le plan de jeu est en place. C'est la première équipe qui pousse Philadelphie dans les retranchements. C'est la seule d'ailleurs dans les playoffs. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Sauf que là, qu'est-ce qu'ils font? Cooper Kupp s'en va, tu reprends Davante Adams qui est en pleine forme. Patouche depuis 2 ans. Et du coup, moi je suis désolé. Et en plus, il y a quelqu'un dont on n'a toujours pas parlé, c'est Sean McVay. Et les gars, c'est peut-être le meilleur coach à l'heure actuelle. Bah moi, je suis assez d'accord avec toi. Mais donc, maintenant, on parie jamais contre un coach comme ça. Mais maintenant, je vais être clair avec toi. Ok, avec tout ce que tu dis, je suis 100% d'accord avec toi. Pour autant, en début de saison, je ne les voyais pas du tout là. Bah moi, je les voyais. Enfin, les Seahawks, on les voyait pas là non plus. Hein, d'ailleurs. Non, voilà. C'est clair. En revanche, que les Seahawks soient à ce niveau, moi, je le voyais pas.
les Rams, moi, je les voyais, je les voyais plus à la lutte avec les Niners. Ben oui, moi aussi. Mais parce que c'est mon cœur de gars qui a suivi la NFL dans les années 90, tu vois. Et moi, je vois toujours les Niners, même quand ils sont nuls, je les vois tout en haut. Ouais, C'est là, ils les sont pas Giants. nuls quand même, non plus. Ils ont eu des périodes un peu creuses. Oui, non, mais là, t'as quand même Si les Niners sont nuls, qu'est-ce qu'on doit dire des Giants, quoi? C'est vraiment une équipe Non, mais- qui sert à rien. Hein. t'as Mais quand même putain, trois- mais t'écoutes un peu ce que je dis. Et putain, mais l'autre, il bombe le torse après avoir des années où t'étais encore pire que les Giants. Alors, vas-y, cache-toi sous ton bureau. J'allais dire, on a quand même Je- 3 équipes de NFC West qui sont à plus de 10 victoires. Hein. Enfin, à 10 ou plus. Hein, Je suis désolé de ce que je vais faire, les amis. Oui, mais moi, mon QB qui a gagné le dernier Super Bowl, il est au Hall of Fame. Je suis désolé. Je suis désolé. Ouais, Non, mais- non, et ça- ouais, c'est- non, pas te le glisser, ça joue. Sauf que, et c'est quoi Lui, ça il reste n'a pas, pas ça deux glisse. MVP. Lui, il n'a pas 2 MVP du Super Bowl. Il en a un et pas avec les Broncos. Ça reste pas, ça glisse. Ça glisse. La VAR est formelle, hein, ça joue. Il n'y a pas Et mais de qu'à toute façon, faire. et tu sais quoi Ouais, ça joue. La Ça joue. mère des Manning préfère Eli. Voilà. Ouais, préfère les losers. Alors, donc, En fait, tu sais de quoi tu parles. tiens, parlons de titres, ça te changera. Il y avait Vince qui demandait pour le MVP de Stafford, et c'est une question de Jiasu aussi sur Discord, qui nous dit est-ce qu'il a tué le game pour le MVP hier? C'est qui de répondre? C'est à Yaya. C'est à Yaya. Est-ce qu'il a tué Ouais, parce le qu'on le game voit dodeliner. Bah, et Dodeline, il aime ça, Dodeline. Oui. Dodeline. Ouais. C'est Dodeline Fion qui mange de l'huile. Je dirais. Merci, Yaya. dirais J'espère non. que cette réponse te convient, Jiasu. Parce que bon, Je on aura dirais pas de non. retour. Non, il n'a pas plié le game, mais il a pris une option. Oh, putain. S'il garde le first seed, oui, ce sera lui qui l'aura. Alors, chez nos amis bookmakers, il y a un article qui sortira mardi dans la journée sur la course au MVP. Matthew Stafford a pris un très très gros coup d'avance. Hein. Cette semaine, il était vraiment au coude à coude la semaine dernière avec Drake May. Ils étaient l'un à côté de l'autre. Et là, clairement, la performance de Drake May d'un côté et celle de Matthew Stafford de l'autre donne une vraie avance à Matthew Stafford. Avec en numéro 3, la semaine dernière, c'était Jordan Love qui était revenu sur le podium des favoris. Et cette année, cette semaine, sans surprise, c'est Josh Allen qui lui revient dans la course au MVP après son match contre les Bills. Voilà. Alors, juste une chose, Josh Allen fait le back-to-back. J'annonce un AVC et des vidéos sur Instagram, sur le compte de Wake. Alors on imagine même Ah oui, pas, non, mais là. oh là 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 là, oh là là. Et il est capable de prendre un vol direct ou d'aller à la nage aux États-Unis, voir tous les. Ils vont se retrouver dans le même vol avec Vince, tu vois. Ils vont se retrouver l'un à côté de l'autre dans le vol. Il y en a un qui va aller embrasser les pieds de Bonix et puis l'autre qui va aller défoncer la tête de Josh Allen. Mais d'ailleurs, Bonix a raison, hein, a raison qu'il n'est absolument pas dans la. Alors, je sais pas combien il est dans la discussion du MVP, mais alors qu'il il aura est avec absolument- Jordan Love, il doit être 4e ou 5e. mais très franchement, moi, en tant que fan des Broncos, vraiment, je vois ça d'un très bon œil. Ça veut vraiment dire que c'est l'équipe qui est dominante et ça me plaît beaucoup. Bah, c'est la défense surtout. Je pense qu'ils mettent la défense avant. Moi, je pense que Ouais, le attention, défenseur de l'année, c'est n'importe lequel. Non, Quand ils jouent en orange, c'est bon. Ouais, voilà. Seb, même question sur le MVP pour toi. Matthew Stafford, il a une bonne tête de MVP, mais surtout, est-ce qu'il a tué le game dimanche? Tuer le game, je dirais peut-être pas jusque-là, mais il a une bonne tête de MVP. Hein. De toute façon, s'il fait un gros 3700 match yards. jeudi, c'est plié. Hein. Ouais, là, S'il ouais, gagne par jeudi, contre, c'est plié. Hein. s'il gagne et qu'il fait une belle perf, il y a des chances C'est- que ce voilà. soit plié. Parce que Il fait 300 là, on est yards à contre les Seahawks, c'est... on est à 3722 yards, 37 touchdowns pour seulement 5 interceptions, 7,9% de ratio de touchdown lancé. C'est-à-dire que quasiment 8% du temps où il lance une passe, il y a 6 points qui tombent. C'est considérable. C'est une Un passe sur rating de 12 ans. un rating de 112,2 et ces statistiques-là, le nombre de touchdowns, le touchdown ratio, le rating, il est leader de la ligue dans ces catégories-là. Donc je ne sais pas s'il a tué le game hier soir, mais il commence à avoir une belle tête de MVP.
Il a commencé à monter sur la marche, quoi, on va dire. Hein. S'il n'est pas complètement sur le podium, on va dire Il qu'il peut est dans commencer le à écrire petit son chemin. discours de remerciement. Voilà. C'est ça, voilà. Je pense qu'il peut commencer. Il peut commence à commencer y à aller faire un maintenant. brouillon. Vas-y, fais un brouillon, Mathieu, Je ça tiens, coûte à rien. je tiens à remercier Vince pour tout son soutien. Et Tailgate et toute l'équipe de Tailgate. Tiens, Et, d'ailleurs, mais juste pour savoir, Sam Darnold, il est loin dans cette discussion ou pas? je te regarde ça tout de suite et juste avant, je pose la question qui est spécialement envoyée pour Seb par notre ami J-Buzz. Question donc pour Seb. Est-ce qu'on verrait pas les Niners jouer le titre à Santa Clara en février? Je l'ai vu sa question, donc je me suis dit, je sens qu'il va falloir que je réponde. Forcément, elle est posée pour toi. Oui, forcément, c'est pour moi, puisque d'ailleurs, il me compare à René Coty, ce qui est extrêmement flatteur, à notre Raïs à nous. Hashtag je suis René Coty. Alors, est-ce qu'on pourrait voir les Niners jouer la finale à Santa Clara? Inutile de vous dire que c'est un programme qui, si je puis m'exprimer ainsi, me chauffe, n'est-ce pas? Mais est-ce que les Niners ont une équipe taillée pour aller au bout? On va voir. Le calendrier était quand même facile. Ils ont pris toutes les victoires qu'il y avait à prendre. Il reste les Colts, les Bears, les Seahawks pour finir la saison. C'est quand même pas non plus une fin de saison de tout repos. Je ne sais pas pourquoi. Je sens le match piège contre les Colts la semaine prochaine avec un Philip Rivers de 44 ans qui est à peine capable de bouger derrière sa ligne, mais qui pourrait tout de On même va se demander où il a trouvé toute cette énergie. Mais oui, où trouve-t-il toute cette énergie et où s'arrêtera-t-il? ça, je pose les questions, moi, monsieur, je n'ai pas peur. Tu as raison. Donc voilà, j'aime beaucoup l'idée. Je suis pas sûr que là, cette saison, on est l'équipe faite pour ça. Alors, pour répondre à ta question, Vince, de tout à l'heure, pour le titre de MVP, c'est donc Matthew Stafford nettement en tête. Devant Drake May, Josh Allen est 3e, Sam Darnold est 4e avec une cote de 101, à égalité avec Bonix. Et Justin Herbert vient ensuite avec Jordan Love à une cote de 151, où on trouve aussi Trevor Lawrence et Caleb Williams. Et donc Sam Darnold n'y est pas là-dedans. 4e, si, 4e. Ah pardon, excuse-moi, avec Bonix, ok, d'accord. Stafford, May, Allen et Darnold et Nix ensemble. Ok, d'accord. Et juste pour finir sur cette sur cette course au MVP, il faut pas oublier un QB dont on n'a pas du tout parlé, mais que les résultats de l'équipe sont beaucoup moins bons. Non. Dak Prescott. Dak Prescott qui est leader en termes de complétion, en termes de passes tentées également, en termes de first down à la passe, en termes de yards à la passe, en termes de yards par match à la passe. Attention, Dak Prescott fait une très très bonne saison. Malheureusement, son équipe est un peu plus à la traîne. Et alors attention, là j'ai une question piège pour vous, et après on fait les coups de cœur, coups de gueule. Question piège pour vous, parce que c'est une question qui a été débattue. Je vais trahir des secrets. On a un groupe de médias avec Waik, avec Matt de l'Afterfoot US qu'on salue, avec Bijak, avec tout ça, sur Instagram. Et il y avait un débat hier, et je veux vous poser cette question. Qui est le meilleur receveur pour vous entre Jackson Smith-Njigba et Puka Nacua? Vous en choisir qu'un. Vous prenez lequel des deux? JSN ou Puka? Oh non, c'est dur. Ah bah oui. C'est ça, tu préfères avant l'heure. C'est pour mon allez, s'il faut. Il y a besoin d'une argumentation ou pas? Bah idéalement, mais pas une. Moi je t'en donne pas, mais JSN. JSN. Moi, je serais plus parti sur Puka parce que j'adore ce joueur, j'adore le style qu'il a, tout ça, voilà. Moi aussi. Là, la question, c'est pour vous qui est le meilleur. Si vous en choisissez qu'un, vous faites une équipe, vous en choisissez qu'un. JSN ou Puka? Ah, c'est dur. Hein. Bah, il y en a un. Allez. Alors, dans ce cas-là, pour répondre à ta question, dans ce cas-là, je pars plutôt sur JSN parce qu'il est moins blessé. Alors, moi, tu veux que je te dise pourquoi? Parce qu'il y en a un, il a eu Geno Smith. Et après, il a eu Sam Darnold. L'autre, il a Matt Stafford. D'accord. Ok, mon Seb. Ouais, j'irais peut-être vers Smith-Njigba parce que moins blessé et peut-être un petit peu plus jeune que Puka Nacua, même si je suis pas sûr je crois qu'il a... à 100% de ce que. Nacua. Pardon? Drafté après, il doit être à sa 4e saison. c'est pas sa 3e, Nacua? Ouais, 3e, oui, t'as raison.
Deuxième ou troisième, mais oui. Nakua, troisième, je pense. Oui, puisqu'il finit. Nakua, troisième, je suis sûr. Oui, parce qu'il Njigba, finit, je l'ai il plus, finit, je l'ai il plus en finit tête. avec le record de réception en une saison pour un rookie devant. Oh mince, comment il s'appelait l'autre receveur? Il avait fait un gros duo d'ailleurs cette saison-là. Mais bon, bref. Pardon? Cooper Cup. Oui, peut-être, ouais. Non, c'est sûr. Oui, c'est ça. Donc, oui. Ouais. Euh, Mais c'est en tout cas pour deux très très bons joueurs et très très bons receveurs. Ça, c'est Smith sûr. Njigba, c'est 2023. Hein. C'est draft 2023. 3, d'accord, en 2023. ok. Donc là, c'est ça. Donc, c'est la 2023 les deux alors. C'est 2023 Ouais, les deux. c'est les deux sont en 2023. Ah, tu vois, je croyais que. Ok. Et comme Ah, il vient d'une plus grosse fac, c'est pour ça que. non, je pensais que Smith Njigba avait été drafté après, mais c'est sans doute. Moi, je croyais que c'était Ouais, avant. je reste sur mon choix, même si je suis très très fan de Puka Nakua. Ah ouais, les Alors, deux, deux super joueurs. C'était Très 20e. fan, sauf quand tu joues contre les Niners. Non, mais je n'ai pas dit que j'étais fan du club, je dis que j'étais fan du joueur. Et puis moi, j'aime la NFL, j'aime le jeu. Voilà, donc J'aime quand la un vie, joueur est bon, j'aime on peut la le dire. vie. 20e position à la draft pour The Jackson Smith Njigba et c'était un 5e tour pour Puka Nakua. Il vient d'Ohio State, les Buckeyes, de mémoire. Jackson Smith, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc vous êtes plutôt la team Wake dans le truc parce que Wake. Oh merde! le GSM est meilleur. Voilà. Au moins, ça vous fera un côté similaire avec Wake. La mauvaise foi? Coup de cœur, coup de griffe, mon Yaya. Est-ce qu'il y a un petit événement que tu veux souligner? Moi, j'ai déjà fait le mien. Moi, il y a. Alors, coup de cœur. Tu as le droit d'en parler, vas-y. Coup de cœur, moi, c'est le match d'Abdul Carter dans un match en bois qui sert à rien. Il force 2 fumbles. Ah oui, coup de griffe aussi, la gestion de Jackson Dart par les Giants. Tiens, oui, c'est vrai. Non, mais les gars. Envoyez-le dans le coffre tout de suite, si vous ne le voulez pas, vous avez qu'à le dire. Mais on peut le prendre si vous ne l'aimez pas. On vous envoie Tyler Shaw à la place. Les gars, bonne gestion et Giants, il n'y a pas plus opposé. C'est comme Diction et Vince, quoi. C'est la même chose, tu vois. Vince, il n'avait rien demandé. Hein. Ouais. Là, c'est pour l'ensemble de son œuvre. Là, il y a quand même tacle par derrière, là, je trouve. Ça joue pas, là. Ça joue pas. Monsieur l'arbitre, la VAR, là-haut. Molière. Appelle Molière. Non. Et après, moi, mon coup de cœur, c'est l'interception. Tu l'as déjà dit, ton coup de cœur? Non, c'était le coup de griffe. Non, c'est Abdul Carter? Non, mais moi, j'en ai un. C'est un homme de cœur. Oui. Moi, c'est l'interception des Bears, dans la end zone. Et voilà. Je ne sais plus si c'est les Bears, mais c'est une interception que j'ai vue. Il parle de moi. Je sais plus si c'est les Bears. Coupe son micro, pitié Flav, coupe son micro là. Faut qu'on l'achève. Là, si on l'achève, c'est de l'euthanasie, on lui rend service. C'est pour ça. Mais c'est pour ça que je limite les podcasts à 1 heure. Vous voyez comment ça dérape après 1 heure. Sur Jared Judy, sur Jared Judy. Jared Judy. Non mais et tu parles de moi, vache. Oui, mais. Oui, donc c'était les Bears, puisque les Bears, ils jouaient contre les Browns. Oui, c'est ça, c'est l'interception qui Ouais, ok. Moi, j'ai trouvé. On voit très bien. Ouais, on voit très bien. Ouais. Si vous voyez pas. Il y a un type qui a attrapé une balle qui allait pour l'autre équipe, mais il n'était pas dans l'autre équipe. Il joue en orange. Voilà, il joue en orange. Je sais pas trop lequel c'était, mais c'est un mec de défense qui joue en orange. On a compris. Mon cher Vince, vas-y, à toi. Mon coup de griffe, c'est contre une équipe qui joue en orange parce que le 0 pointé des Bengals, il fait mal, il fait pas beau, il est pas beau. Ouais, il est pas beau, Bureau. Il est pas beau contre les Ravens, surtout après la sortie de Joe Burrow de la semaine. Ça va finir en autre boudin cette franchise là. J'ai un peu peur là de voir ce qui va se passer cet été. Non, ne dis pas qu'elle sert à rien. On a compris, c'est bon. Et par contre, mon coup de cœur, c'est pour les Bears parce que alors, les Bears. À l'interception. J'aime bien cette équipe. Très franchement, je l'ai dit souvent, j'aime bien cette équipe. Je les ai beaucoup critiqués, mais j'aime beaucoup cette équipe et le fait qu'ils soient premiers de NFC North à ce niveau, à ce moment de la compétition.
je pense que là, il n'y en a pas beaucoup qui y croyaient. Donc, franchement, bravo. Bravo pour cette équipe. Je leur souhaite vraiment beaucoup de choses. Et bravo Caleb Williams. J'ai un petit frisson d'angoisse quand même en pensant à un Super Bowl Bears Broncos. Le rêve. Je sais pas pourquoi ça m'angoisse. Pourquoi je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça m'angoisse. Bref. Je comprends. Non, franchement, je comprends. Il va falloir des boissons énergisantes pour le commenter. Hein, de toute façon, on le commande pas, on sera au Grand Rex. Si le Grand Rex décide de faire une soirée, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Mon cher Seb. Alors, pas de coup de griffe pour moi parce que je ne suis qu'amour. Tout à fait. Et j'ai un coup de cœur. Un homme qui commence déjà à former sa légende. Cet homme, c'est Brady Cook. Rookie undrafté et première titularisation pour les Jets de New York. Alors, certes, son équipe s'est fait éclater ce week-end. Ok, il a lancé 3 interceptions, mais il a lancé un touchdown. Et on a eu un très joli plan de papa et maman Cook qui étaient fiers comme tout pour leur fiston dans les tribunes. Et moi, j'ai envie de dire, ça c'est beau. Voilà, ça nous fait plaisir. Et ils vont bien cuisiner Captain Cook. Voilà. Let Brady Cook, comme l'a dit un des commentateurs américains. Après, ce sont les Jets, hein, ils peuvent faire. Non, mais... Oui, bon, après, ça s'est gâté un peu pour lui par la suite, mais on va rester sur une note positive. Oui, restons sur le positif. D'ailleurs, les Jets qui ont remercié leur coordinateur défensif dans la journée. Oui, mon Yaya. On peut quand même mettre un coup de griffe à toutes les franchises qui ne prennent pas leur téléphone pour signer Tim Boyle. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est une honte. Alors, est-ce qu'il y a un Tim Boyle Gate? Est-ce qu'il y a une collusion dans la NFL? Mais vous êtes sûr qu'il n'est pas dans un practice squad sans qu'on l'ait vu? Il est dans un practice squad. Il n'est pas dans le practice squad des Jaguars, des Titans, non? Ou des Titans de Tennessee. Il est dans le practice squad des Titans. Voilà. Mettez-le sur le terrain, bordel. Bah non, ouais, bon bref. On fait le déroulé des résultats de cette 15e semaine de NFL. Les Falcons avaient battu jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi, les Buccaneers 29-28 après un choc monumental des Tampa Bay Buccaneers sur leur terrain qui menaient largement dans le 4e quart-temps avant de se faire reprendre. Pour une fois que c'est pas les Falcons qui choquent. Ça aurait pu être mon coup de griffe, hein, très franchement. Oh là, quelle horreur. Les Buccaneers... La NFC Sud, personne ne veut la gagner. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est ça. Personne ne veut la gagner. On va finir par disqualifier les deux premiers. C'est les Saints qui vont finir par être en playoff. Et voilà, vous aurez tout gagné. Non, il faut leur dire, les gars, de toute façon, il y aura un champion. Hein. Il y en a un qui va y aller en playoff pour se faire décagner. Donc, je veux dire, à un moment, il faut accepter son destin. Tu rigoles, mais les Bucks, ils sont capables de gagner leur premier tour de playoff à domicile. Il faudrait déjà qu'ils y aillent. Parce qu'ils sont capables de faire 0-0 la semaine prochaine contre les Panthers. Si personne ne veut y aller, c'est match nul et on va finir par repêcher les Saints. On avait dit ça avec Mathieu ce matin. Je salue mon Mathieu. Les Bills face aux Patriots, victoire donc 35-31. On en a parlé. Les Ravens qui s'imposent 24-0 face aux Bengals et qui mettent donc la pression sur Pittsburgh avant le match de ce lundi soir. Les Jaguars qui s'imposent 48-20 face aux Jets de New York. Match sans histoire pour les Jaguars qui continuent à être en tête de l'AFC Sud. Les Chargers qui gagnent 16-13 face aux Chiefs. Les Texans, on n'en a pas parlé, qui continuent leur série de victoires 40-20 face aux Cardinals. Cette fois, ça a été plus offensif que d'habitude pour les Texans. Les Bears qui s'imposent 31-3 face à des Browns qui visiblement n'avaient pas trouvé l'adresse du stade. Les Commanders qui gagnent 29-21 face aux Giants. En parlant de ne pas trouver l'adresse du stade, les Raiders sont restés à Las Vegas et ont oublié de se déplacer à Philadelphie. Ils perdent 31-0. Les Seahawks qui battent les Colts 18-16. Ouf, que ça a été chaud pour les Seahawks face aux Colts. Ouh, que ça a été difficile pour les Seahawks face aux Colts. On s'attendait à ce que ce soit très facile pour les Seahawks. Ça a été chaud. Ils étaient menés à, je ne sais plus combien le field goal des Colts qui les fait passer devant. Je crois qu'il reste 6 ou 7 minutes de jeu. Au moins. Même moins que ça, peut-être 5 minutes. Ouais. Les Broncos qui battent les Packers 34-26. Les 49ers
on n'en a pas parlé, mais qui dispose assez facilement des Titans 37-24. Les Saints qui battent donc les Panthers 20-17. Les Rams qui s'imposent face aux Lions 41-34. Et les Vikings qui battent les Cowboys 34-26. Les Cowboys qui ne sont pas encore officiellement éliminés grâce à leur match nul, mais il faudrait un exploit monumental pour qu'ils réussissent à être champions de division. Il faut tout qu'ils gagnent, que les Eagles perdent tout. Et sinon, les Eagles vont réussir le premier back-to-back championne de la NFC Est depuis combien de temps, mon Yaya? Longtemps. On est à plus de 20 ans là maintenant. Et voilà, depuis Je plus de crois que 20. c'est 2000. Très longtemps, en tout cas. 2006, 2005, 2006 ou 2004. Je sais plus. Une vingtaine d'années. Voilà pour tout ça. On se retrouve jeudi matin pour parler encore une fois de NFL. On a fait les wildcards de l'AFC. Je pense qu'on fera les wildcards de la NFC. Très original. Cette semaine, on se dit donc à jeudi. Merci mon Yaya d'avoir été là. Merci mon Vince. Merci Seb. Et n'oubliez pas, on se retrouve aussi pendant les vacances la semaine prochaine pour le débriefing de la semaine 16. Merci à tous. On vous souhaite 2 très bonnes journées, puisqu'on ne se retrouve que dans 48 heures. Et venez discuter avec nous sur Discord. En attendant, salut tout le monde et à très très vite. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, bye.